Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aujourd'hui sur le plateau de l'ITC. Nous allons discuter au cours des 20 prochaines minutes sur l'Afrique et plus spécifiquement les besoins de l'Afrique et les opportunités également en termes d'investissement à plusieurs niveaux, au niveau de toute la chaîne d'approvisionnement. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir 4 représentants de l'industrie de différentes régions d'Afrique ou de personnes très connaissantes de l'Afrique. Donc, je vais tout de suite leur laisser la parole pour qu'ils se présentent. Good morning. I'm Slimane de GlaxoSmithKline. Packaging, nous avons 3 sites de fabrication en Afrique, au Kenya d'abord, en Nigeria et en Afrique du Sud. Et je suis ici pour parler des perspectives d'avenir pour le développement de ces régions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je suis François Vessière. Je suis le dirigeant d'un cabinet de conseil qui s'appelle TOPS Consult, mais je suis aussi ici lié à ma qualité de président du Centre technique du papier qui fait des recherches donc, sur la pertinence des emballages et aussi avec le spectre africain, puisque depuis quelque temps, je suis devenu administrateur de la Société Générale Emballage. On reste un peu sur Général Emballage. Je suis Mohamed Bessa, je suis directeur de la communication et des exportations à Général Emballage. Général Emballage qui est leader sur le marché algérien de la production et de la transformation du carton ondulé. Et tellement leader qu'il veut aujourd'hui aller ailleurs à travers une ambition de conquête de marché extérieur, y compris le très mythique marché européen, parce que vu d'Algérie, c'est vraiment un gros morceau. Voilà. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Aladji Ahmed Alex Omar. Je viens du Nigeria, de l'Institut de l'emballage en tant que directeur exécutif de cet institut également. Je suis vice-président de l'Organisation d'emballage africaine et membre du conseil de l'organisation. Également, je suis éditeur d'un journal de conditionnement, d'emballage également. Je vais parler donc du Nigeria. Et cette discussion par finalement l'identification de besoins à travers GlaxoSmithKline qui a établi 3 usines en Afrique déjà. Et qui a réussi ce pari-là. Donc, mais non sans difficulté. Donc, est-ce que, Slimane, vous pourriez nous expliquer un petit peu tous les enjeux auxquels vous faites face au niveau opérationnel dans les usines africaines? Eh bien, on a 3 défis, naturellement, depuis plusieurs années dans les 3 sites de fabrication qu'on a en Afrique. Le premier défi, c'est d'avoir en fait les ressources techniques appropriées au niveau des emballages, le développement également, donc le problème de gestion du parc de machines dans les sites. Le second défi qu'on a à affronter, eh bien, naturellement, c'est les fournisseurs. Les fournisseurs, la plupart des fournisseurs, eh bien, sont des fournisseurs qui importent des produits d'Europe ou d'autres parties du monde sur les 3 sites. Et le troisième défi que nous avons, c'est en fait la technologie. Quelquefois, eh bien, il est difficile d'avoir un équipement approprié et des bons fabricants à façon qui peuvent produire les produits pharmaceutiques demandés. Merci, Slimane. Donc, on a 3 enjeux principaux qui sont soulevés au niveau des talents principalement, donc accès à une ressource qualifiée, l'enjeu d'avoir des équipements de pointe et l'accès à des matériaux d'emballage, donc toute la chaîne d'approvisionnement en matériaux et en équipements. Et là-dessus, Alex, qui représente donc notamment l'Association de packaging d'Afrique, est-ce que
et du Nigeria. Est-ce que tu aurais des éléments à rajouter là-dessus? Yes, Absolument. Comme Soliman, en fait, ce défi, il y a des défis au niveau maintenant, naturellement, de l'équipement, du matériel. Mais récemment, la bonne nouvelle, eh bien, c'est que il y a des multinationales qui, en fait, ont ouvert des bureaux au Nigeria le 22 septembre. Des Suisses, ils ont investi, les Suisses, beaucoup au Nigeria, et ont amené, en fait, des machines pour la métallisation avec Tempo Packaging qui a une ligne de fabrication. Et ces défis eh bien, sont affrontés car le niveau de ressources humaines que nous avons est déficient et donc on finit par avoir à importer également des expatriés pour gérer les machines. Mais au Nigeria, nous avons reconnu les déficiences et nous prenons des mesures pour voir comment importer ces technologies de par le monde et amener les ressources pour soutenir nos usines. Il y a des années, il y avait beaucoup de soutien d'ITC à Genève. On a des conférences et on a, dirais-je, un plan de route pour comment améliorer le capital humain au Nigeria. Le Nigeria, en tant que pays, eh bien, et c'est nouveau le packaging pour le Nigeria. Et on essaie par conséquent de rattraper le retard car aujourd'hui, les gens font beaucoup de bon boulot, mais on doit développer et collaborer avec d'autres agences pour amener des ressources afin que ces ressources puissent rattraper avec les sociétés multinationales et les rattraper donc. On a une organisation comme les vôtres qui forme les ressources humaines, le personnel, mais Français. Les entreprises comme la vôtre, enfin les organisations font des formations, des agences comme l'ITC également, puis bien d'autres organismes. Mais au niveau du secteur privé, lorsque vous arrivez sur le terrain, vous avez des besoins spécifiques en formation, spécifiques à votre secteur, spécifiques à vos équipements. Au niveau de General Emballage et GlaxoSmithKline, est-ce que vous avez quelle a été votre approche au niveau de la formation? Oui, au niveau de Général Emballage, donc pour revenir à tout ce qui s'est dit et qui est très pertinent, je classerai les problèmes. Le problème de la ressource humaine, je pense que c'est le problème numéro un. Le problème de la qualification des hommes. D'ailleurs, tout dernièrement, dans une interview à une publication algérienne, M. Ramdan Batouche, qui est notre président, et qui au passage vous renouvelle ses excuses pour son absence aujourd'hui. Il fait un peu sienne la citation de M. Henry Ford qui dit « Donnez-moi les hommes, je vous donnerai les machines ». Donc le problème, c'est d'avoir des machines, certes, d'avoir des équipements, mais d'avoir derrière des hommes qui sachent en tirer le meilleur profit. Donc, à Général Emballage, nous avons un peu pris le taureau par les cornes puisque nous nous sommes alliés à une université algérienne, à l'université de Bjaya, qui est toute proche, qui est dans la proximité, pour créer carrément un cursus complètement dédié à la problématique de l'emballage. Donc depuis le 8 octobre 2013, nous avons démarré ce qui s'appelle une licence professionnelle en emballage et qualité. Donc nous sélectionnons un certain nombre d'étudiants, une trentaine par promotion. Nous les soutenons par un pré-salaire. Ils reçoivent un contenu pédagogique pendant 2 ans qui est complètement centré sur la question du papier, du packaging, de l'emballage. Un contenu qui a été construit par l'université de Bjaya en coopération avec des universités françaises d'ailleurs, telles que les EUT de Dijon, je crois, ou de Grenoble, qui ont déjà des cursus similaires. Et ces gens-là ont vocation, ils s'imprègnent au quotidien des problèmes qu'il y a, puisque notre usine est devenue un immense laboratoire, un laboratoire grandeur nature pour ces étudiants. C'est des gens que nous destinons à des postes de maîtrise et tout de suite, quoi. Puis dites-moi si je me trompe, mais vous les embauchez quasiment avant qu'ils commencent leur formation même? Exactement, c'est des étudiants, quand ils accèdent donc à cette formation, ils sont automatiquement des salariés, des pré-salariés de Général Emballage.
pendant la durée de leur scolarité. Nous leur accordons un pré-salaire qui est très important quand même à l'échelle d'Algérie. C'est un pré-salaire qui équivaut à peu près à 8 fois la bourse qui est accordée par les pouvoirs publics aux étudiants d'une manière générale. Nous les aidons par des petits équipements tels que des laptops, des téléphones, tout ça de façon à faciliter la communication avec le site Général Emballage. Et c'est des gens qui viennent à une fréquence de 3-4 mois sur l'usine pour faire des stages d'immersion. Nous les appelons les stages ouvriers pour être un peu dans l'humilité. Voilà. Parfait. Côté Glaxo, est-ce que vous avez suivi ce même modèle d'université régionale ou comment vous êtes-vous quel modèle avez-vous suivi finalement pour développer vos employés? So the way we are doing it currently in Eh bien, on le fait aujourd'hui dans beaucoup de pays, y compris l'Afrique. Eh bien, nous prenons des diplômés des écoles et après, nous avons l'Institut du packaging en Amérique du Nord et on leur donne, dirais-je, une formation en ligne pendant une année, donc. Et c'est ainsi qu'on forme eh bien, les salariés en Afrique. Le deuxième sujet auquel... Donc là, on a deux exemples de méthodes pour développer sa main-d'œuvre. Après, bon, c'est un écosystème, ça ne prend pas juste de la main-d'œuvre, comme vous le mentionnez tout à l'heure, ça prend également des équipements. On avait l'habitude dans le passé de considérer l'Afrique comme un marché de machines de seconde main. Mais aujourd'hui, je pense que le portrait a totalement changé, ou du moins est beaucoup plus mix d'un pays à l'autre, car l'Afrique étant très très grand comme continent, on a des grandes diversités d'un pays à l'autre. Alors, quelle est la tendance aujourd'hui au niveau de l'achat d'équipements dans les différents pays africains? Peut-être je peux faire part d'un témoignage qui est une récente découverte que j'ai menée tant sur l'Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, Maroc, qu'en Afrique subsaharienne. J'ai eu beaucoup d'entreprises avec finalement très belles machines. Très belles machines, les standards internationaux, puisque tout ça c'est lié au marché qui déjà est extrêmement exigeant sur un plan qualitatif. Donc je crois que les industriels qui sont déjà présents sont petit à petit, et pour certains ils vont très très vite, obligés de faire le pas d'outils performants pour adresser le sujet de la qualité qui définitivement s'impose en Afrique aussi, bien évidemment. Puis, il y a aussi des réglementations dans certains pays qui ont été mises en œuvre, telles que l'Algérie qui limite l'importation d'équipements seconde main. Donc là, se pose la question de quel genre d'équipement est-ce qu'on doit acheter. Est-ce qu'on va acheter du produit très haute qualité? Est-ce qu'on va acheter du produit plus flexible, un petit peu moins performant pour baisser les coûts? Quelle est l'approche? Pour ce qui est de l'Algérie, effectivement, il y a une quasi-interdiction de l'importation du matériel d'occasion. Sinon, il faut passer vraiment par des dérogations très complexes avec des certificats de rénovation qui soient délivrés par des organismes agréés. Donc, ce qui fait que l'option, l'équipement, bon, je parlerai surtout du cas de Général Emballage. Nous sommes sur une option d'achat on va dire, premium en matière d'équipement. Nous sommes abonnés aux plus grands équipementiers du monde. Mais par contre, il y a une autre option, peut-être chez les jeunes qui débutent de jeunes entreprises, notamment dans le cadre de ce que nous appelons en Algérie le dispositif FANSEJ, qui est un dispositif d'aide à l'insertion des jeunes, qui optent parfois pour du matériel non européen, du matériel qui vient d'ailleurs et qui est un matériel beaucoup moins cher. Donc la mise de départ pour ces jeunes-là, elle est réduite. Toute la question est de savoir est-ce que ce modèle d'investissement
Est-ce que ces gens-là vont rentrer dans leurs frais, amortir leurs équipements avant que cela se casse, quoi, pour dire les choses d'une manière non diplomatique comme ça. Mais ce n'est pas le modèle d'achat de General Emballage. D'accord. Au niveau Nigeria, le Nigeria est en Afrique un des pays qui a investi le plus dans le domaine de l'emballage, avec de nombreuses multinationales, des fournisseurs de haut calibre au niveau packaging, matériaux d'emballage. Est-ce que le portrait donc là on est dans le portrait des grandes entreprises, le besoin des petites entreprises est peut-être un petit peu différent. Est-ce qu'il y a des facteurs, le facteur accès aux finances, accès à des lignes de crédit, est-ce que c'est comment est-ce qu'on peut gérer ça au niveau des petites entreprises pour accéder à des équipements? Eh bien, pour l'équipement, nous avons encore des gens qui importent des équipements de seconde main au Niger, mais qui ont importé également des équipements de pointe. Hein. Mais il y a quelques années, on avait des machines à code qu'on a amenées pour la production de l'industrie. On a des entreprises comme Idabel, Wops, Windemula. Ce sont des entreprises qui sont très connues au niveau mondial et qui fabriquent des machines pour respecter les cahiers des charges. Au niveau du financement, on a investi beaucoup d'argent dans la banque de l'industriel qui travaille avec la plupart des banques nigériennes, qui donne des prêts aux petites PME et aux multinationales. Ça dépend naturellement de l'investissement qu'on a déjà fait. Et ces prêts, eh bien, sont pour l'achat de machines et sont payés par des prêts à long terme. Sriman, tu mentionnais au début que, et puis je pense que nous allons devoir terminer malheureusement sur cette intervention, tu nous avais mentionné que l'enjeu de développer les fournisseurs est critique pour pouvoir acheter des équipements, puis surtout des matériaux dans l'emballage au niveau local, puisque actuellement la majorité est importée de l'extérieur de l'Afrique. Et ça vous tient à cœur effectivement de trouver des fournisseurs locaux, nationaux ou régionaux. Avez-vous des stratégies spécifiques qu'on sait qui fonctionnent pour essayer d'adresser ce problème? So the way we are Eh bien, la façon dont on travaille avec les fournisseurs en Afrique est en fait la suivante. Foncièrement, on leur donne des contrats à long terme que l'on signe qui leur permet d'avoir des prêts bancaires appropriés qui leur permet ensuite d'importer des équipements haut de pointe, haut de gamme. L'équipement européen est bien pour beaucoup de volume en série, mais si on a des productions à volume de petite série, c'est bien d'acheter de l'équipement asiatique pour démarrer. Et dès que le volume se développe, eh bien, on peut importer des machines d'Europe. Pour l'instant, c'est la stratégie sur laquelle on travaille au niveau du développement des fournisseurs et du parc de fournisseurs. Quelque chose à... Non. Non, je pense qu'on peut simplement constater que globalement, ce que j'ai pu observer, en tout cas sur le packaging carton, sur toute l'Afrique du Nord, et encore, je parlais, l'Afrique du Sud depuis longtemps a sa réputation sur le sujet, mais aussi en Afrique subsaharienne, c'est que les outils sont développés en fonction des attentes du marché, qui devient, encore une fois, très qualitatif, qui devient aussi très développement durable. Et donc, de ce point de vue, tous les efforts de packaging carton, tous les efforts de satisfaction du client sont là, comme dans tous les autres coins du monde. L'Afrique n'est pas si différente que ça. Vous voyez cette table ronde aujourd'hui qui focus sur ce continent, finalement, c'est où tout le monde a envie d'être. Donc, je crois que les bons réflexes qui ont été développés dans les autres parties du monde, ça y est, ils sont là en Afrique. Ce sont, en fait, je pense que ce sera notre mot de la fin, François. Merci pour cette brillante conclusion. Demain, nous aurons une autre table ronde de l'ITC qui sera dédiée aux femmes entrepreneurs dans le domaine de l'emballage. Donc,
nous devons couper court, donc je vous convie demain à participer. Puis nous avons quelques intervenants de haute pointure qui vont pouvoir partager leurs expériences demain. Donc merci à tous, merci d'avoir fait le voyage jusque Paris pour ça, pour le All for Pack. Et je vous souhaite à tous un bon salon. Merci.